Je vous présente un petit webinar, comme on dit actuellement, sur l'oxygénothérapie. Il y a 3 ans, en partenariat avec la Croix-Rouge à Paris, nous avions organisé un questionnaire sur l'ingénierie du métier d'ambulancier. Et parmi les multiples soins que vous prodiguez, l'oxygénothérapie est largement en tête de ceci, suivi, et j'ai été un petit peu étonné, par la prise de glycémie capillaire. Le sommaire va développer ces 5 items durant l'exposé. En commençant par des notions de physique. L'air est composé de plusieurs gaz, principalement l'azote, 78%, et l'oxygène, pratiquement 21%. Avec de la vapeur d'eau, sa proportion est très variable, de l'argon, dioxyde de carbone ou CO2, gaz carbonique, enfin de l'ozone. La pression atmosphérique au niveau d'une altitude 0 au plancher des vaches est de 760 mm de mercure en unité mercure, ou bien 1013 hectopascal dans une autre unité. Des lois de physique régissent la répartition atmosphérique des gaz, et deux de ces lois sont très importantes et je vais les développer. Tout d'abord, la loi de Dalton, qui énonce que la pression totale d'un gaz est égale à la somme des pressions partielles de ce gaz. Ainsi, dans l'air, à une pression atmosphérique de 760 mm de mercure, on a une répartition de l'azote, pression partielle 592, et ce qui est essentiel, l'oxygène à 159 mm de mercure. La loi de Boyle-Mariotte énonce que la pression que multiplie le volume est une constante. 2 observations pour illustrer la réalité de ces 2 lois. Tout d'abord, la diminution de la pression partielle d'oxygène lors d'un vol sanitaire ou bien en altitude. Quelle que soit la qualité de la pressurisation des avions, en altitude de croisière qui est de 30 000 pieds, soit 10 000 mètres, nous avons une pression à l'intérieur de la cabine qui correspond à une altitude de 2000 mètres. La pression qui règne à l'intérieur de la cabine est donc de 794 hectopascal, soit une baisse par rapport à 1013 hectopascal de plus de 20% pour la pression partielle en azote, mais surtout pour la pression partielle en oxygène. Un touriste ou un visiteur qui monte avec une télécabine au pic du Midi arrive à une altitude pratiquement de 3000 mètres, soit 701 hectopascal, et donc une pression partielle en oxygène diminuée de 30%. Il est évident que dans les 2 cas, des patients qui portent une pathologie respiratoire devront être supplémentés en oxygène avec un apport à la lunette, au masque, par exemple. Pour le pic du Midi, on ne propose pas encore de kit oxygène pour les visiteurs, je vous rassure. La deuxième observation, en fait, correspond à votre activité au quotidien quand vous vérifiez le contenu de votre bouteille d'oxygène, de vos 2 obus d'oxygène dans l'ambulance.
Donc en contrôlant pression-volume, volume de la bouteille est de 5 litres. Il y a dans les VSAV des sapeurs-pompiers des bouteilles de 15 litres. Mais pour ce qui concerne nos ambulances, nous sommes dotés de bouteilles de 5 litres. À 200 bars correspond à 1000 litres d'autonomie et il faut retrancher 10% de réserve non mobilisable, ce qui correspond à 900 litres par bouteille. Et si dans le cadre d'un SMUR par exemple ou d'un rapatriement sanitaire, vous êtes partie prenante d'une équipe médicale, j'ai cité l'exemple de ce patient qui est sous respirateur avec une fraction inspirée d'oxygène de 50%, avec un débit de 8 litres par minute de ce mélange air-oxygène, et donc il consomme 4 litres d'oxygène par minute, et donc vous avez une autonomie théorique avec une seule bouteille de 225 minutes. Ce diagramme est important pour vous permettre de comprendre le rôle essentiel du saturomètre de pouls dans la surveillance de l'oxygénation sanguine du patient. Nous avons là en ordonnée la saturation d'oxygène qui normalement est à 97-98%. Et en abscisse, la pression partielle en oxygène du sang artériel, qui pour un patient ne présentant aucune pathologie respiratoire est à 100 mm de mercure. Je vous rappelle que dans l'air atmosphérique, la pression partielle d'oxygène est de 159 mm de mercure. Ce diagramme nous montre que quand nous franchissons la barre fatidique de 90%, soit une perte de 10 points de saturation, la pression partielle d'oxygène dans le sang n'est plus que de 60 mm de mercure. D'où, dans les procédures, la nécessité d'oxygéner un patient dès qu'il franchit la barrière des 94% en pratique courante. J'avais établi les procédures dès le mois de février 2020 pour les patients Covid, en préconisant d'oxygéner sous les 92%, procédures qui ensuite ont été proposées aussi par les SAMU, avec l'obligation des précautions hygiène, protection individuelle, masque FFP2, etc. Enfin, il est nécessaire d'oxygéner un patient quand celui-ci est suspect d'intoxication à l'oxyde de carbone, même s'il a une saturation qui semble être normale. Très rapidement, les modalités d'oxygénothérapie. Tout d'abord, la mise en place de lunettes chez le patient. Techniquement, ce n'est pas si simple à mettre en place de façon académique. Les deux embouts doivent être bien entendu devant les narines, avec, vous le voyez, les tubulures qui vont passer derrière les pavillons de l'oreille, puis redescendre sous le menton du patient, et un petit onglet vous permet de resserrer la tension pour que les embouts des lunettes soient vraiment bien positionnés sous les narines. De nombreux patients qui ont des syndromes d'apnée du sommeil, entre guillemets le ronflement, respirent plutôt par la bouche, et c'est vraiment dans ce cas-là qu'il ne faut pas hésiter à mettre un masque en première intention.
si le niveau de saturation ne remonte pas, et voire même un masque à haute concentration avec un réservoir à oxygène. On peut citer l'insufflateur qu'on peut positionner avec un masque devant le relief du visage du patient de façon passive, et donc on a là affaire à un inhalateur ou bien l'insufflateur dans le cadre d'une réanimation cardio-pulmonaire. Le nébulisateur, dans le cadre de soins infirmiers, un médicament type ventoline est versé dans le petit contenant qui est balayé par un courant d'oxygène, nébulise le produit qui va pénétrer dans les voies aériennes du patient. Cette nébulisation enrichit l'air inspiré d'oxygène, bien entendu. Vous pouvez faire la lecture de cette diapositive qui reprend un petit peu quelques éléments que j'ai déjà énoncés en mode pause et la lire tranquillement. Un appareil intéressant, à mon sens, c'est le concentrateur extracteur d'oxygène. En l'absence de réserve d'oxygène, d'obus d'oxygène, permet d'oxygéner un patient en concentrant et en extrayant l'oxygène de l'air ambiant, jusqu'à concurrence d'un débit entre 3 et 5 litres minute. Un appareil que je connais bien, mais qui est très intéressant à utiliser en avion commercial, avion de ligne, voire même en avion sanitaire, permet une bonne économie d'oxygène industriel. Enfin, à titre de culture générale scientifique, il faut savoir que nous utilisons d'autres gaz médicaux en médecine, des bouteilles d'air pour la réanimation néonatologique et pédiatrique, afin de ventiler par exemple des bébés avec un mélange air-oxygène, ou bien c'est le courant gazeux qui est dispensé dans les incubateurs néonatologiques. Le protoxyde d'azote, qui est un gaz qui a été mis au point il y a 250 ans par Lavoisier, procure une assez bonne analgésie. On l'utilise toujours en anesthésiologie, mais on l'utilise de plus en plus au niveau des urgences. En obstétrique, pour l'analgésie obstétricale, quand l'analgésie péridurale, par exemple, n'est pas possible. En pédiatrie, en dentisterie, sous la forme d'un mélange protoxyde d'azote oxygène 50% de chaque, sous forme de méopa. Enfin, le gaz carbonique est utilisé lors de la chirurgie cœlioscopique pour dilater la cavité abdominale et permettre le jeu de l'optique et de tous les outils chirurgicaux utilisés en cœlioscopie. Je voulais terminer par la nouvelle réglementation européenne qui régit les codes couleurs des gaz médicaux depuis 2013. Cette nouvelle réglementation énonce que toutes les bouteilles de gaz à usage médical auront un corps de couleur blanche et seule l'ogive sera peinte suivant le nouveau code couleur qui identifie un risque et non plus un gaz. Pas de changement du tout pour l'oxygène puisque la bouteille qui était
uniformément blanche va rester blanche. Au bloc opératoire, la modification sera apportée au protoxyde d'azote et au gaz carbonique ou dioxyde de carbone. Je vous remercie de votre attention et je vous propose de me retrouver pour un prochain webinaire.